Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film The Descent, réalisé en 2005 par Neil Marshall. Vu le thème de la chaîne, c'est pas étonnant que je vous en parle, puisque c'est un film dont le casting est presque exclusivement féminin. Il s'agit d'un film britannique qui met en scène une bande d'amis qui partent faire de la spéléologie, mais dans une grotte qui malheureusement va s'avérer pas super fréquentable. C'est un film ô combien sanguinolent, plein d'histoires d'ego, de jalousie et de ressentiment. En somme, le cocktail parfait pour produire ce qu'Aristote appelle le phénomène de catharsis. Et c'est bien de l'effet cathartique des films d'horreur dont je vais vous parler aujourd'hui à travers l'exemple de The Descent. Mais j'y reviens dans quelques instants, d'abord je vais vous présenter les personnages. Alors dans cette fameuse bande d'aventurières, on a l'héroïne, Sarah, incarnée par Shona MacDonald, qui essaye petit à petit de reprendre goût à la vie après la mort de son mari et de sa fille dans un accident de voiture un an auparavant. Sarah, elle est un petit peu éteinte par ce drame, alors ses amis vont essayer de lui changer les idées avec l'exploration d'une grotte, pourquoi pas, parce que ça faisait longtemps qu'elles s'étaient pas retrouvées pour vivre des sensations fortes ensemble. Bon, alors c'est sûr qu'elle pensait pas que les sensations allaient être fortes à ce point-là. Parmi ses amis attentionnés, il y a Juno. Juno, incarnée par Nathalie Mendoza, c'est celle qui organise l'expédition, mais c'est aussi la plus égocentrique, qui se prend un peu pour la Lara Croft du groupe. We're leaving at 7. Don't be late. Try that. Alors pour cette vidéo, je vais me concentrer sur ces deux personnages plutôt que sur un seul, parce que Sarah et Juno sont vraiment complémentaires et indissociables dans leur évolution au cours du film. What are you doing? I just saw something ahead in the tunnel. Bon alors maintenant je vais vous rappeler ce que c'est que cette fameuse catharsis, pour celles et ceux qui remettraient pas trop bien. Dans la poétique, Aristote dit que la tragédie grecque doit faire ressentir deux sentiments particuliers au spectateur, la terreur et la pitié. S'opère alors ce qu'il appelle une purgation des passions, c'est-à-dire qu'en ressentant ces émotions face aux actions des personnages qui se laissent gouverner par leurs mauvaises passions, le spectateur doit être dissuadé d'agir comme eux. Au cinéma, de nos jours, c'est clairement le genre de l'horreur qui assume le plus cette vocation. C'est par excellence le genre qui tend à susciter la terreur et la pitié, et aussi à nous montrer tout plein de choses méchantes que parfois on aimerait pouvoir faire, mais dont on est soulagé de voir des personnages de fiction les faire à notre place, et surtout rassuré de les voir punis pour ça. Bon alors tout ça, je suis loin d'être la première à le dire, mais ça m'intéressait beaucoup d'en parler, et surtout d'exemplifier avec les personnages de The Descent. A partir de maintenant, je vais un petit peu raconter toute l'histoire, alors si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir, parce qu'il est vraiment cool, et de revenir plus tard. Comme je le disais, pour que s'opère le phénomène de catharsis, les personnages de la pièce doivent vous faire éprouver la terreur et la pitié. Pendant la première partie du film, le personnage de Sarah est clairement là pour vous faire éprouver la pitié, et le personnage de Juno pour vous faire éprouver la terreur. C'est ce que je vais commencer par démontrer. L'ouverture du film est là pour plus ou moins formater l'esprit du spectateur à penser en ce sens. Dès les premières minutes, on a des plans qui mettent en parallèle Sarah, la gentille maman heureuse qui prend soin de sa fille, et des plans qui montrent Juno et le mari de Sarah un poil trop proches. Donc d'emblée, Sarah c'est la brave femme avec qui on compatit, et Juno une traîtresse qui couche sans doute avec le mari de son ami. Dans la première partie du film, Sarah est souvent filmée de manière à nous faire penser qu'elle est une petite chose fragile. Par exemple, quand elle apprend la mort de sa fille à l'hôpital, elle est filmée en plongée et la caméra tourne autour d'elle pour symboliser le tourbillon de désespoir dans lequel elle est en train de tomber. Là, on est vraiment dans l'archétype de scénario et de mise en scène fait pour inspirer la compassion. Plus tard dans le film, quand elles sont descendues dans la grotte, Sarah se retrouve coincée dans un boyau. Elle est très petite dans le cadre, on ne voit que sa tête et tout est noir autour d'elle. C'est un sacré combo pour ôter toute forme de puissance à un personnage. Et par ces mêmes procédés, on rend le spectateur claustrophobe. C'est créer du lien dans la vulnérabilité entre Sarah et nous. Et le résultat, c'est que, encore une fois, on a pitié d'elle. Du côté de Juno, on a des plans comme celui-ci, ou comme celui-là, qui font sentir qu'elle sait des choses que ses amis ne savent pas, mais qui les concernent. Et pour cause, forcément, elle savait qu'elle avait une aventure avec le mari de Sarah, et elle sait aussi qu'elle va amener ses amis, à leur insu, dans une grotte jamais découverte auparavant, et donc potentiellement dangereuse. Bon, elle pensait leur faire une surprise, c'est sûr que ça va être une sacrée surprise. Juno, c'est aussi celle qui semble être la mieux préparée à cette expédition. C'est visiblement la plus sportive, et aussi elle adopte le parfait petit look de Barbie spéléologie. You okay? No. See you down there. Gardez bien ce plan en tête parce qu'il va nous servir plus tard. Après la scène dont je vous ai parlé où Sarah a été coincée, la bande se retrouve vraiment bloquée dans la grotte puisque le boyau par lequel elles sont arrivées s'est effondré. C'est à ce moment-là qu'on apprend que c'est Juno qui les a bien mises dedans, puisqu'elle avoue qu'elle leur a menti et que personne ne sait où les chercher. Au premier visionnage, le film devient alors manichéen entre Sarah la gentille et Juno la méchante.
Le moment où le personnage de Juno devient le plus synonyme de terreur, c'est lorsque les créatures cavernicoles ont commencé à attaquer les meufs, et que Juno plante son piolet dans la gorge de son amie Bess, pensant qu'il s'agissait d'une des créatures. Ça, c'est déjà assez terrifiant en soi, mais complètement abasourdie par ce qu'elle vient de faire, Juno décide de laisser son amie pour morte plutôt que de l'aider. Le cadre s'éloigne lentement de Bess, agonisante et suppliante, et Juno disparaît dans le noir. Comme ces plans nous font accompagner le personnage de Juno plutôt que de rester avec Bess, c'est une manière habile d'interroger le spectateur sur ce qu'il aurait fait dans la même situation. Juno apparaît à ce moment-là comme un personnage capable de faire des choses horribles, et surtout de persister dans cette voie plutôt que d'essayer de réparer le mal qu'elle a fait. Mais c'est justement là que le film va changer de direction.